Avec Robin, on s'est dit que ça serait bien de commencer la matinée assez rapidement, en un quart d'heure, par présenter le contexte historique de la naissance de cette notion de développement durable, pour faire un petit point. Donc ça va être assez rapide. Alors c'est une notion qui s'est construite progressivement. Alors en fait, la réflexion sur la relation entre l'environnement et les activités humaines n'est pas récente, puisque déjà les philosophes grecs s'y étaient intéressés, mais rassurez-vous, je ne vais pas commencer à cette période-là, puisque l'essentiel de la notion de développement durable a été construite à la deuxième partie du XXe siècle. Plus précisément, tout a commencé dans les années 60, en 68, par un cri d'alarme qui a été lancé par un groupe international constitué d'industriels, de politiques, de scientifiques, qu'on appelle le Club de Rome, qui a dénoncé en fait les effets négatifs du développement économique et démographique sur la planète en termes d'utilisation des ressources, de pollution. Et ce groupe a fait un ouvrage qu'on appelle Halte à la croissance, dans lequel il était prôné une croissance zéro et où le développement économique était présenté comme incompatible avec la protection de l'environnement. C'est dans ce contexte d'alarme, d'inquiétude, qu'a eu lieu la première conférence importante pour le développement durable, la conférence de Stockholm, en 1972, où les pays membres de l'Organisation nationale des Nations Unies ont réexaminé le lien entre le développement et l'environnement. C'est à cette période-là qu'un modèle de développement économique a été présenté comme étant compatible avec l'équité sociale, la prudence écologique. Et ce modèle était basé sur la satisfaction des besoins plutôt que sur une augmentation incontrôlée de l'offre. Donc en fait, le mot d'éco-développement a été prononcé. Et c'est le petit frère, je dirais, du développement durable. Quand vous regardez la définition, elle est quand même déjà assez intéressante et complète. Et donc, dès 1972, dans le programme des Nations Unies pour l'environnement et pour le développement, a été pris en compte cette notion d'éco-développement, de développement économique compatible avec les autres aspects de l'environnement au sens très large. Ensuite, dans les années 80, du fait de la multiplication des associations pour la protection de la nature et d'accidents tels que Tchernobyl, le public a pris conscience que les pollutions dépassaient les frontières, comme et les dérèglements globaux, comme le trou de la couche d'ozone, les pluies acides, l'effet de serre, etc. Et c'est à ce moment-là qu'est née la nécessité d'avoir une prudence, une solidarité planétaire en matière d'environnement. Donc là, ça a vraiment sensibilisé l'ensemble du public. Parallèlement, l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, a, lors d'un colloque, introduit le mot développement durable, sans le définir, mais ce mot existait, et si on le définit plus précisément, c'était le développement soutenable qui avait été prononcé. La définition du développement durable n'est arrivée que 7 ans plus tard, par Brundtland, président de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui a défini dans son rapport Notre avenir à tous le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc la notion de développement durable telle qu'elle est définie ainsi n'est pas récente, on entend beaucoup dans les médias que c'est un peu un phénomène de mode. Le terme a été défini il y a plus de 23 ans maintenant. Et si on regarde Stockholm, c'est encore plus vieux. Donc c'est pas véritablement une mode, ou sinon c'est une mode qui dure. Donc si la définition a été proposée en 87, elle a véritablement été consacrée lors du sommet de la Terre à Rio, lors de la création des agendas 21 par les pays membres de l'ONU, qui a été signé par 178 pays signataires et qui donne des instructions, entre guillemets, pour mener des politiques en faveur du développement durable pour le XXIe siècle. Donc là, il y a véritablement une reconnaissance internationale, puisque 178 pays ont signé pour l'agenda 21, donc sont, entre guillemets, d'accord pour mettre en place des mesures pour le développement durable. Donc c'est grâce à Stockholm, Brundtland et la conférence de Rio que le concept de développement durable s'est affiné et qui nous apparaît actuellement comme un développement qui repose sur 3 piliers, le pilier économique, le pilier sociétal et le pilier environnemental,
le développement n'est durable que s'il est forcément économiquement efficace, hein, puisqu'il y a aussi ce côté efficacité économique qui est très important, mais aussi socialement équitable, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l'exclusion, et écologiquement reproductive, c'est-à-dire respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes. Si le développement durable est souvent présenté avec ces trois piliers, il ne faut pas oublier qu'il repose aussi sur trois principes qui ont été énumérés justement au moment de Rio. Les principes associés au développement durable sont le principe de solidarité entre les peuples et entre les générations, le principe de précaution et aussi le principe de participation, puisque dans les agendas 21, il est conseillé de faire participer la plus grande partie de la population, des acteurs de la vie, pour mettre en place ces politiques en matière de développement durable. Finalement, après Rio, le développement durable a inspiré de nombreuses conférences. Alors au début, j'avais commencé à les énumérer toutes, mais il y en a vraiment eu beaucoup. Donc en fait, il y a eu des sujets qui ont été plus finement traités, comme la pauvreté, la place des femmes, l'alimentation, et une conférence plus connue, en tout cas pour nous, SVT, la conférence de Kyoto qui s'est intéressée à la lutte contre le réchauffement climatique, un protocole qui a été mis en vigueur en 2005 et qui pose quand même quelques questions puisqu'il a été signé par plusieurs pays, mais pas forcément par les pays les plus importants et les plus producteurs en tout cas de gaz à effet de serre. Finalement, en 2002, à Johannesburg, il a été fait un bilan, donc 10 ans après la conférence de Rio, sur l'état des lieux du développement durable, puisque s'il apparaît que le développement durable est intégré dans de nombreux textes, dans de nombreux protocoles maintenant au niveau international, néanmoins, c'est pas encore une chose tout à fait acquise. Ça nécessite toujours des négociations permanentes, hein, ça on s'en rend facilement compte. Et à Johannesburg, il a été noté qu'il fallait vraiment encourager un engagement plus fort des collectivités territoriales ainsi que l'implication des entreprises pour que ces politiques en matière de développement durable puissent être menées à bien. Alors parallèlement à ce qui a été fait de manière internationale, j'ai voulu en quelques diapositives vous présenter ce qui a été fait en Europe et en France, pour voir si c'était vraiment un concept au sommet et pas au niveau international et pas forcément dans notre pays. Alors tout ce qui a été fait au niveau des agendas 21 lors de Rio a été mis en application en fait au niveau européen dans les traités de Maastricht et d'Amsterdam, donc ça a été pris en compte. Et en France, un phénomène marquant, c'est 2003 que la stratégie nationale du développement durable, qui est en fait un cadre de référence, d'orientation pour l'ensemble des acteurs privés et publics en matière de développement durable. Et ça a été inspiré très fortement et en accord avec la stratégie nationale au niveau européen. Alors, j'ai simplifié parce qu'avant, il y a eu en 99 aussi la loi d'orientation et d'aménagement du territoire. Donc, il y a eu plein de petites choses qui ont été faites aussi au niveau français pour le développement durable. Mais là, c'est quand même le gros cadre de référence. On en a la deuxième version. Hein, je crois que c'était en 2009 ou 2006, la deuxième version. Je ne me rappelle plus bien. Un autre phénomène marquant au niveau français, c'est la charte de l'environnement qui a été adossée à la Constitution de la Ve République en 2005, donc c'est quand même un phénomène marquant. Cette charte, elle prend en compte 10 articles, dont 3 plus importants que d'autres, alors après ça c'est mon avis. Hein. L'article 2 qui rappelle le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement, l'article 3 qui est plutôt le principe de précaution, et l'article 8 qui nous intéresse particulièrement ici, qui est l'importance de l'éducation et de la formation. Alors ici, il crée l'environnement, parce que c'est la charte de l'environnement au niveau national. Plus récemment, et de manière assez importante, mais c'est passé un petit peu très très discrètement auprès du public, lors du Grenelle de l'environnement, il y a l'article 55 qui donne une importance, un rôle majeur en fait, aux universités pour le développement durable, puisque c'est à peu près comme un agenda 21. Cet article demande à toutes les universités, les grandes écoles, de mettre en place un plan vert. Le plan vert, c'est comme l'agenda 21, c'est de produire un texte qui permet de mettre des politiques en faveur du développement durable au sein de ces murs. Alors ce
plan vert repose sur un référentiel qui comprend 5 axes. Alors des axes qui concernent plutôt l'administration, le fonctionnement de l'université, comme la stratégie et la gouvernance, qui doivent prendre en compte le développement durable dans leurs décisions, les politiques sociales et l'ancrage territorial, donc en intégrant par exemple le milieu des handicapés dans les universités. Mais il y a aussi l'axe recherche qui est quand même assez important dans nos universités françaises, qui doit donc plus s'intéresser au développement durable et de manière encore plus importante en ce qui nous concerne, un axe enseignement et formation. Donc toutes les universités, quelles que soient les disciplines majoritaires dans ces universités, devraient, depuis la rentrée 2009, bon, vous pouvez constater que le délai était un peu court parce que le Grenelle a eu lieu en 2009 et ça devait être mis en application à la rentrée 2009. Donc ça laissait quand même que l'été, en gros, pour les universités pour mettre en place ce plan vert. Et on constate qu'il y a quand même encore, ça n'a pas été mis en application. Concrètement, il y a quelques mois, on a eu une réunion, le réseau EEDD des IUFM de France, et on a regardé juste au niveau des masters enseignement, pour les métiers de l'enseignement, qu'est-ce qui avait été prévu dans les maquettes pour le premier et le second degré pour le développement durable. Et il en ressort que c'est très hétérogène en fonction des universités auxquelles nous sommes rattachés, mais que de manière générale, quand même, c'est quand même assez anecdotique. Donc il n'y a pas grand-chose de prévu dans les plans de formation premier et second degré. J'irais même presque à dire que s'il y a plus de choses prévues pour le premier degré que dans le second degré, c'est peut-être aussi dû aux contraintes horaires et au concours du CAPES, ce qui ne met peut-être pas assez en avant le développement durable. Ça, c'est mon avis. Donc si l'université doit maintenant s'y mettre, bon, elle est en retard, on peut noter qu'au niveau de l'éducation nationale, là, par contre, on était en avance par rapport à l'université. On peut pas, c'est toujours relatif, puisque on s'est intéressé au développement durable depuis 1977 au travers de ce qu'on appelait l'éducation à l'environnement, qui était une éducation assez marginale et qui a souvent tourné vers la sensiblerie. Donc c'était pas toujours forcément aussi bénéfique que prévu. Mais ensuite, il y a eu la généralisation de l'éducation au développement durable. Alors d'abord l'éducation à l'environnement et au développement durable, puis l'éducation au développement durable. Donc je sais que des fois on s'y perd un petit peu, je pense que M. Bonnour nous en reparlera. Et là, depuis 2004, l'éducation au développement durable est quand même une composante importante de la formation initiale des élèves. Et maintenant, c'est beaucoup mieux cadré puisque on ne va pas dire aux élèves ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On apporte les connaissances nécessaires et les méthodes afin que les élèves puissent prendre des décisions de manière responsable et raisonnée. Donc là, on a quand même déjà du travail qui a été fait au niveau de l'éducation nationale. Il faut qu'on s'en inspire au niveau universitaire. Voilà, donc ça me permet de faire le lien avec maintenant l'intervention de Gérard Bonnour, qui est inspecteur général pour le groupe SVT en charge du développement durable, qui va nous parler de la place de l'EDD dans les programmes scolaires. Suite à Gérard Bonnour, on aura Benoît Urgeli, je présente juste pour l'ensemble pour la journée, qui nous présentera ses travaux de recherche en fait sur la manière d'enseigner l'éducation au développement durable au travers d'un exemple qui est le changement climatique. Ensuite, après le repas, nous aurons l'œil de la géographe avec Yvette Divéré et Jean-Marc Lange poursuivra nous présentant les problèmes de didactique liés à l'éducation au développement durable. Et on finira avec Emmanuel Porcher qui est chercheur sur la biodiversité pour nous parler des enjeux de la biodiversité. Je vous remercie et je laisse ma place à Gérard Bonnour.